le développement d'un outil qu'on a appelé stéréophotogrammétrie timelapse. D'un point de vue matériel, ce dispositif il est composé de deux appareils photo fixes qui prennent des images depuis deux points de vue différents de façon quotidienne, donc qui enregistrent des séries d'images du mouvement étudié. Donc, le dispositif peut être autonome en énergie et transmission. Ce dispositif il a été installé sur deux sites d'études avant la thèse. Donc, le glacier rocheux du Lorichard, qui présente une dynamique des mouvements de l'ordre de 1 mètre par an, avec une résolution, un pixel représente environ 2,5 cm au sol. Le second site d'étude, le glacier d'Argentière, où là on a une dynamique beaucoup plus importante, puisque dans la zone d'étude, les mouvements sont de l'ordre de 60 mètres par an, mais par contre une résolution plus faible, puisqu'on est plus éloigné du glacier, avec des focales plus courtes, donc une résolution de l'ordre de 12 cm. Donc finalement, voilà le type de série d'images acquises par les dispositifs, avec ici un petit timelapse de 8 images au cours de l'été et l'automne 2018 du glacier du Lorichard, où à première vue, il est difficile de capter le mouvement du glacier, mais en zoomant sur une partie du glacier, on commence de percevoir un léger mouvement à l'œil. Ici, quelque chose de similaire avec un peu plus d'images, 140 images au cours de l'été et l'automne 2019 du glacier d'Argentière, où là, on voit un petit peu mieux le mouvement et l'abaissement du glacier. Donc, l'objectif de la thèse, c'était de développer des méthodes pour traiter ces images de façon automatique et tirer de l'information métrique à partir de ces images. Donc, rapidement, les méthodes, si on prend deux images prises par un même appareil séparées d'un certain temps, on est capable, avec des méthodes de traitement d'image, de calculer les déplacements entre ces deux images. Par contre, le déplacement obtenu n'est pas à l'échelle et souffre d'un effet de perspective, puisque ce qui est plus proche de la caméra apparaît avec un déplacement plus important que ce qui en est éloigné. Parallèlement à ça, on a un deuxième appareil photo qui produit une deuxième vue. Et là aussi, avec des méthodes de traitement d'image, en extrayant des correspondances entre les vues gauche et droite, on est capable de reconstruire en 3 dimensions la surface étudiée. Et donc finalement, ce qui a été choisi, c'est de projeter le déplacement pixélique calculé dans une même vue sur ces modèles 3D pour obtenir un déplacement métrique qui, dans le cas où les caméras sont calibrées et géoréférencées, on peut ensuite afficher ce déplacement, par exemple, sur un modèle numérique de terrain, comme ce qui est présenté en haut. Donc, pour rappel, voilà ce que le champ que l'on avait, le champ pixelique que l'on avait avant la mise à l'échelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour réaliser ces reconstructions 3D, on a besoin de calibrer nos appareils photo, donc à partir à la fois de correspondances entre les pixels des vues gauche et droite, mais aussi à l'aide de points fixes sur le terrain pour géoréférencer nos reconstructions 3D. Donc là, on va se rapprocher un petit peu de l'article qui a été primé, puisque si on prend deux images prises par un même appareil photo, mais séparées d'un certain temps, et qu'on calcule le déplacement sur l'ensemble de l'image, on se rend compte que même sur les zones que l'on sait être fixes, on mesure un certain déplacement. Ça, c'est dû à des légères dilatations thermiques qui peuvent apparaître dans les caméras, qui provoquent un léger mouvement de celle-ci. Et donc, le but de l'article, c'était d'analyser un grand nombre de déplacements entre des paires différentes d'images, ces champs de déplacement, et déterminer automatiquement la zone en mouvement en analysant ces champs, pour ensuite utiliser uniquement les déplacements sur les zones fixes pour recaler les images et corriger ce mouvement de caméra.
Donc, une fois qu'on a corrigé ce mouvement, on obtient bien un déplacement quasiment nul sur les zones fixes et un déplacement uniquement sur le glacier. Donc finalement, voilà le type de résultat que l'on obtient avec ces méthodes. Donc ici, vous avez une image fixe en début de saison et puis les déplacements en surimpression avec des images situées à 10 jours, 20 jours et jusqu'à 70 jours plus tard sur le glacier du Lot-Richard. Même type de résultat sur le glacier d'Argentière avec des pas de temps plus courts, 2 jours, 4 jours et jusqu'à 20 jours, puisque la dynamique du glacier est plus importante. Donc finalement, avec ces méthodes, on voit qu'on répond à l'aspect échantillonnage spatial, puisqu'on a un champ de vecteurs sur l'ensemble du glacier. Maintenant, on se pose la question de l'échantillonnage temporel. Donc, comment on va pouvoir, pour certaines zones du glacier, avoir des séries temporelles de déplacements. Donc, une première méthode, ça pourrait être, un peu comme je l'ai présenté juste avant, prendre une image de référence et calculer les déplacements avec toutes les autres images de la série, pour avoir une série de déplacements relatifs. Mais avec cette méthode-là, on ne tire pas parti de l'ensemble des couples que l'on peut calculer entre toutes les images. On pourrait très bien prendre une deuxième image de référence et calculer les déplacements avec toutes les autres images. Et ça, finalement, pour toutes les images présentes dans la série. C'est bien ça, Charus. Et donc, finalement, on a proposé une méthode originale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet d'exploiter l'ensemble de ces séries temporelles de déplacement relatifs pour finalement en construire une unique qui soit plus robuste aux éventuelles mesures aberrantes, mais surtout qui produit pour chaque pas de temps une indication sur la dispersion de nos mesures. Donc, avec cette deuxième set de méthodes, on voit qu'on arrive à répondre à la contrainte d'avoir un bon échantillonnage temporel. Donc ensuite, on a mis en place un certain nombre de validations de nos méthodes en comparant chacune des étapes à différentes autres méthodes de mesure. Donc, par exemple, en comparant directement les modèles 3D produits par les deux appareils photo à des modèles numériques de terrain acquis à l'aide de LiDAR. Les champs de vecteurs déplacement ont pu être comparés à des mesures GPS ponctuelles de blocs ou de balises placées sur le terrain. Et les séries temporelles de déplacement, elles, ont pu être comparées à des mesures de GPS permanents installées à la surface du glacier. En plus de ces comparaisons à des méthodes, on a mis en place un certain nombre d'auto-évaluations des méthodes, donc sans avoir besoin de moyens de mesure extérieurs. Donc, par exemple, le déplacement, l'efficacité du recalage des images peut être mesurée en mesurant le déplacement pixélique résiduel sur les zones fixes après recalage. On peut aussi tout simplement regarder le déplacement métrique que l'on mesure sur les zones que l'on sait être fixes. On peut aussi voir la dispersion de nos modèles 3D dans le temps, pour voir la stabilité de ces modèles. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec les méthodes de randonnance temporelle, on est capable d'avoir une indication de la dispersion de nos mesures à chacun des pas de temps. En termes d'application, sur le glacier rocheux du Lot-Richard, on a montré que la méthode basée sur la stéréophotogrammétrie time-lapse produit des résultats similaires, voire même meilleurs, à la méthode qui était traditionnellement utilisée sur ce site-là pour réaliser le suivi interannuel du glacier. Donc, méthode qui consistait à corréler des modèles numériques de terrain entre eux, acquis à l'aide de LiDAR. Donc là, l'avantage de la stéréophotogrammétrie time-lapse, c'est que le dispositif est déjà en place et donc il est plus simple de mener ces mesures de déplacement interannuel spatialisé du glacier. En termes de dynamique intra-annuelle du glacier, on n'a pas mis en lumière une quelconque variation, puisque les variations que l'on a mesurées sont
sont contenus dans nos bornes d'incertitude. Par contre, on est capable de dire que si le glacier change de dynamique et, et va au-delà de ces bornes d'incertitude, on sera capable de le mesurer. Enfin, sur le glacier d'Argentière, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a proposé une nouvelle méthode pour calculer le bilan de masse au pas de temps journalier du glacier. Donc, le bilan de masse, c'est la quantité de glace perdue ou gagnée par le glacier. Donc, là, en l'occurrence, de la glace perdue, puisqu'on mesure uniquement l'été. Et donc, en couplant le dispositif Stereo Timelapse à des données de GPS installées en permanence sur le glacier, on a pu mesurer au pas de temps journalier ce bilan de masse ce qui peut être ensuite utilisé pour éventuellement essayer de créer des modèles pour comprendre la perte de masse du glacier au cours de l'été. Donc pour conclure, le dispositif présente un certain nombre d'avantages. Donc on a bien une haute résolution spatiale et temporelle, des calculs qui sont automatisés. La maintenance du dispositif est relativement simple. Puis c'est un dispositif qui est non intrusif. Et puis l'avantage quand on travaille avec des images, c'est qu'on est toujours, on a toujours la possibilité d'effectuer du lever de doute, voire même de mesurer d'autres grandeurs à l'aide des images. On pourrait par exemple s'intéresser à l'évolution de la couverture neigeuse des glaciers au cours du temps. Alors, quand même, quelques limitations au dispositif. On a une couverture qui est partielle, puisque par exemple, sur le glacier d'Argentière, on va suivre uniquement une certaine zone du glacier, du fait des contraintes sur l'installation du matériel qui peuvent parfois être compliquées à mettre en place sur le terrain. Et puis, justement, une précision qui va dépendre de l'installation de ce matériel. Et puis enfin, une période de mesure réduite, puisque dès qu'il y a de la neige sur le glacier, on n'est plus capable de calculer des déplacements entre les images. Donc voilà rapidement le contenu de mes travaux de thèse. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Alors, merci. Je vais couper. Non, c'est vous qui devez... je pense que c'est vous qui devez sortir de l'écran partagé, peut-être. Ah, oui. On va mettre... Enfin, les questions, on va peut-être les poser ensuite, une fois que M. Trouvé aura fait sa présentation. Comme vous voulez. Hein, si fonctionner comme ça, voilà. Okay. Donc, Monsieur Trouvé, enfin Emmanuel Trouvé, si vous voulez enchaîner. Voilà, normalement, je vous ai partagé l'écran où ça devrait bon, là. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier toute la SFPT pour son dynamisme et son activité pour animer la communauté française dans le domaine de la photogrammétrie et de la télédétection. Et entre autres, l'organisation des conférences qui ont été le point de départ de cette publication, comme l'a rappelé Clément tout à l'heure. Et puis la revue qui permet d'avoir quand même encore des traces en français de la production scientifique de nos jeunes notamment. Et je sais que c'est un gros effort et je voudrais vous remercier. Et puis évidemment, vous remercier pour le prix qui a permis on va dire, couronner le travail de Guillaume. Et donc un travail qui a été mené en collaboration avec deux laboratoires de l'Université de Savoie. Et Guillaume était inscrit dans l'école doctorale de l'Université de Savoie. Donc les laboratoires qui sont le laboratoire LISTIC pour laboratoire d'informatique, système, traitement de l'information et de la connaissance, et le laboratoire EDITEM pour environnement dynamique et territoire de montagne. Et cette collaboration, elle s'est faite avec une entreprise dans le cadre d'une thèse CIFRE, donc l'entreprise Tenevia, dont William Castaing était le directeur technique, et il a
suivi et accompagné tous les travaux de thèse tout au long de la thèse. Donc, au niveau du listique, il y avait Flavien Vernier et moi-même qui sommes présents. Et au niveau des items, il y a Xavier Baudin, donc, qui est un chargé de recherche CNRS et qui vous prie de bien vouloir l'excuser parce qu'il a une réunion d'équipe ce matin à laquelle il devait justement présenter le travail de son groupe. Et donc, il n'a pas pu être là. Mais en fait, Xavier est vraiment à l'origine de ce projet. Je tiens à le souligner. Donc, juste un petit peu de géographie, hein, puisque certains d'entre vous, je pense, aiment bien tous ces aspects-là. Nous on est plutôt une université qui est située entre montagne et lac, hein, et on est répartis sur 3 campus. Celui d'Annecy, où est quasiment la totalité du laboratoire listique, est sur le site annécien. Le site du Bourget-du-Lac, où est le laboratoire Editem. Et puis, Tenevia n'est pas très loin de nous, puisqu'on est en gros à 1 heure de train ou de route de Grenoble. Et comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien commencer par cette image, mais en fait, on est quand même très très proche de beaux sites de montagne, notamment le massif du Mont Blanc et tout ce qui est, on va dire, la partie française des Alpes. On est sans doute les laboratoires les plus proches, même s'il y a quelques laboratoires grenoblois aussi qui sont évidemment très 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 proches de ces massifs. Mais ce qui est un peu à la base d'un certain nombre de travaux, c'est aussi une proximité avec les sites expérimentaux. Je vais essayer de faire court sur les 3 pieds, hein, vous l'avez compris, de cette thèse, le listique, Editem et Tenevia. Donc, pour ce qui est du laboratoire listique, donc on est une 50aine de personnes, on va dire, et on est organisé en 2 thèmes. Un thème qui s'appelle apprentissage, fusion et télédétection, donc qui est plus orienté donc, sur les méthodes. Aujourd'hui, on appellerait IA, on va dire traitement de signal, traitement d'image et tout ce qui va être intelligence artificielle qui va derrière. Et j'illustrerai, parce que c'est le thème qui travaille le plus sur les données de télédétection, j'illustrerai 3 approches liées à la partie apprentissage, les approches neuronales, les approches statistiques et les approches de data mining. Et il y a un deuxième thème au niveau du laboratoire qui est plus au niveau des réseaux et systèmes, donc plus le cœur de l'informatique, auquel appartient, et qui est même un thème qui est animé par Flavien Vernier, et qui va plus s'intéresser aux problèmes de graphes, aux problèmes de calcul et de données distribuées. Et en fait, c'est aussi le nerf de la guerre pour réussir à mener à bien des travaux tels que ceux de Guillaume, c'est d'être en capacité d'ingurgiter des données qui arrivent tous les jours d'appareils photo numériques, par exemple, et d'arriver à mener à bien, si on veut aller vers des choses opérationnelles, de mener à bien tout ça à travers le cloud, à travers une bonne gestion des données et des calculs. J'illustre là juste des aspects plus télédétection et la partie apprentissage. Donc des travaux, alors aujourd'hui tout le monde parle de deep learning, mais on en fait dans la pratique avec plutôt une recherche méthodologique sur les aspects deep learning. Là, c'est une petite illustration sur de la classification. Donc, dans le cadre, là, c'est un contexte supervisé, sur des données hyperspectrales avec un jeu de test qui est relativement classique dans le domaine de l'imagerie hyperspectrale en Italie. Et notre rapport méthodologique là, a été sur l'aspect comment prendre en compte la dimension spectrale avec des convolutions tridimensionnelles dans des réseaux de type DEEP. Une petite illustration sur l'aspect data mining, fouille de données en français. Une des spécificités du laboratoire, c'est d'avoir mis au point des techniques d'extraction de motifs spatio-temporels. C'est-à-dire on tient compte du voisinage spatial, mais on va aller analyser au cours du temps une évolution. Alors, ça peut être une évolution de la radiométrie, mais ça est aussi, on a mis au point un certain nombre de méthodes qui sont capables d'analyser des évolutions de déplacement au cours du temps, donc typiquement des accélérations, des ralentissements, qui se produisent de façon relativement simultanée à différents endroits. Donc ça, par exemple, c'est une illustration d'un ralentissement sur des glaciers. Et c'est des travaux qui ont été publiés et qui derrière sont validés par des glaciologues. Mais par rapport à ce qu'ils connaissaient déjà, mais là, l'objectif, on est dans un contexte non supervisé, et l'objectif, c'est d'aller extraire de la connaissance, et notamment des évolutions, par exemple, qui n'étaient pas attendues, mais que ce type de méthode arrive à mettre en évidence.
Et troisième type d'approche que j'ai évoqué, l'approche cette fois-ci statistique, avec des travaux sur les méthodes de décomposition en fonctions orthogonales pour la reconstruction des données manquantes. Notamment dans le contexte satellitaire, on a assez souvent, comme on couvre beaucoup plus grand, on a aussi beaucoup de zones sur lesquelles des fois les techniques de corrélation ne marchent pas, ou alors il y a des obstructions comme des nuages dans des séries optiques avec Sentinel-2 ici. Et voilà ce qu'on arrive à mesurer au mieux d'un point de vue traitement paire par paire. Et on a des données manquantes. Et si on prend en compte à la fois l'aspect spatial et l'aspect série temporelle, bien, on arrive à faire avec des méthodes statistiques de la reconstruction des données manquantes qui sont extrêmement réalistes et importantes pour derrière réussir à faire tourner les modèles. Ça, c'est des travaux relativement récents coordonnés par ma collègue Yajing Yan Holistic. Je passe donc aux deux autres partenaires qui ont co-encadré la thèse de Guillaume. Donc le laboratoire EDITEM, qui est une UMR, Université Savoie-Mont-Blanc CNRS, qui atteint, à mon avis, la centaine de personnes au niveau du site du Bourget-du-Lac, et qui est réparti, alors ça c'est une vision matricielle de leur activité, en 4 équipes et autour de 3 thèmes. Sachant que Xavier Baudin, qui donc encadrait la thèse, lui fait partie de l'équipe morphodynamique. On était sur le thème, évidemment, changement environnemental et société, puisqu'on était sur les évolutions des massifs montagneux. Et je vais ici donner quelques mots-clés de l'équipe de Xavier. Donc, il s'agit en gros d'une quinzaine de personnes. Donc, ils vont travailler sur l'aspect montagneux, aussi bien, on va dire, en surface que dans l'analyse de tout ce qui peut venir de l'observation des cavités. Donc, vous avez une petite illustration ici, avec un grand nombre de techniques d'observation. Ça peut aller du laser, c'est l'analyse d'image, comme dans le cas de la thèse de Guillaume. Moi, j'aime bien la manière dont il se résume, puisqu'il s'agit donc d'une équipe qui sait à la fois prendre de la hauteur, c'était le cas dans la thèse de Guillaume, et aller en profondeur, évidemment dans les deux sens du terme. Et notamment, les travaux de Xavier s'inscrivent dans ce qu'ils appellent ici l'imagerie 5D, pour à la fois spatiale, temporelle et le suivi des évolutions. Je vais passer à l'entreprise Tenevia, donc, qui est une entreprise qui est, à ma connaissance, issue notamment de travaux de chercheurs du laboratoire EDITEM, chercheurs en hydrologie qui ont derrière créé cette entreprise, dont l'objectif, c'est la mesure, la surveillance et la prévision dans les domaines de l'hydrologie, de l'énergie et de l'environnement. Donc, avec un volet, une maîtrise d'un certain nombre de capteurs, notamment les appareils photo numériques, comme vous avez pu le voir avec la thèse de Guillaume, toute une maîtrise de ce qui est de la simulation des processus géophysiques, on va dire, ou en géosciences. Et puis derrière, leur activité est au niveau de services de supervision, de monitoring, notamment des cours d'eau, et tout un aspect logiciel. On retrouve le côté informatique très dense et très, très solide nécessaire pour arriver à intégrer de l'expertise métier dans des chaînes de traitement qui vont être opérationnelles. Là, c'est l'objectif de Tenevia, c'est d'arriver à des solutions opérationnelles. William Castaigne nous a fourni quelques exemples ici de réalisation. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais donc, le point de départ, c'était notamment l'observation des cours d'eau et des débits des rivières, avec des champs de vitesse qui sont calculés sur les rivières elles-mêmes. Il y a ce qu'on appelle l'assimilation de données, c'est-à-dire tout ce qui va consister à faire tourner des modèles physiques et y intégrer des observations pour, quelque part, recaler les modèles au fil du temps. Donc ça, c'est des approches extrêmement mathématiques qui sont développées également à Tenevia avec des données de télédétection. De la prévision, donc ces modèles-là, généralement, ils peuvent être utilisés pour faire derrière de la prévision. On fit les données et on prédit ce qui va arriver, typiquement la météorologie.
et puis d'autres applications qui sont illustrées ici. Donc, Tenevia diversifie son activité. Dans tous ces travaux, évidemment, il y a tout un aspect gestion des incertitudes, avec son volet mathématique qui est important. J'aime bien cette dernière diapositive qui m'a été transmise par Tenevia parce que, en mettant Tenevia au centre, elle illustre très très bien l'importance de l'interdisciplinarité, avec des aspects ici qui sont des aspects traitement d'image, tout le domaine du numérique évidemment, l'aspect instrumentation. Il faut savoir que Guillaume a fait une formation qui s'appelait à Polytech Annecy-Chambéry, qui s'appelait instrumentation automatique et informatique. Et on voit bien que ces différents mots eh bien, se retrouvent dans les compétences que Tenevia agrège. Et l'aspect génie logiciel est présent ici. Et puis tout ce qui est aspect modélisation des phénomènes, en hydrologie notamment, en glaciologie. Voilà. Et juste peut-être un dernier mot pour dire, à mon avis, ce qui a fait la force de ce travail, et d'une manière générale, je pense, de ce qu'on peut faire dans le domaine de la télédétection, c'est en fait les synergies qu'on arrive à mettre en place entre de l'observation satellitaire. Alors, normalement, ça tourne. Hein, je pense que vous connaissez cette animation de l'ESA où le satellite Sentinelle couvre progressivement la Terre. Donc là, on aura la vue globale, mais moins localisée que ce qu'on peut avoir avec les mesures in situ, comme dans le cadre de cette thèse, voire des mesures en images, voire des mesures ponctuelles. Ça, on va dire, c'est le côté source de données, mais derrière, il faut réussir à le relier à l'aspect méthodologique, l'aspect statistique, mathématique, statistique et physique. Alors là, c'est une petite illustration les radaristes s'y reconnaîtront, mais pour arriver à interpréter des signaux radars, et il y a tout le volet maths et méthodologique, jusqu'à de la reconstruction de modèles avec la topographie et les écoulements. Donc, c'est ces synergies entre tout le domaine de l'acquisition et de la donnée satellitaire ou in situ et le monde du numérique et les maths et les chaînes de traitement et l'informatique derrière qui fait qu'on arrive à du résultat, à de l'information, je pense, en géosciences. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de mener à travers des collaborations. Et puis, le deuxième axe de synergie, c'est la synergie entre le monde académique. Donc, évidemment, dans ce contexte, c'était l'Université de Savoie, l'école d'ingénieurs Polytech, le CNRS et nos laboratoires. Et la synergie avec, on va dire, le monde socio-économique à travers des projets. Donc, ici, à travers Tenevia, grâce à cette thèse CIFRE, et plus généralement, avec un certain nombre d'entreprises ou d'organismes qui ont plus vocation à aller vers de l'opérationnel. Voilà, j'espère avoir tenu le temps et je vous remercie. Merci beaucoup. Non. On ne t'entend pas? Ah. J'avais coupé parce que je toussais un peu trop. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est très clair et surtout, je trouve c'est très intéressant ce que vous soulignez, c'est-à-dire cette interaction entre le monde professionnel et le monde académique, qui est assez… Enfin, je crois que la SFPT fait partie des sociétés qui sont justement à cheval entre ces deux mondes, et ceci à différentes échelles. C'est vrai que ça… je trouve qu'on a fait un bon choix, voilà, avec ce prix. C'était un peu décalé par rapport aux articles qu'on reçoit habituellement, qui sont plus traitement d'images ou traitement de données. Mais enfin, c'était plus lié à la photogrammétrie ou à la détection spatiale. Et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir avoir de connaître un petit peu aussi le contexte. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser. Voilà. Vous savez comment ça marche? C'est-à-dire que vous allez en bas, sur votre bandeau, il y a participants et vous pouvez lever la main. Voilà, Sylvie Durieux a déjà compris le système. Sylvie, je te laisse poser ta question. Oui, d'abord, je voulais remercier Guillaume pour sa présentation qui était vraiment très claire, très pédagogique et très intéressante. Et à Emmanuel aussi pour la présentation du contexte. Alors moi, j'avais juste une petite question. Pourquoi
avoir choisi, alors est-ce que c'est préférable, pour quelles raisons, en quelque sorte d'orthorectifier un changement plutôt que d'évaluer le déplacement sur 2 images orthorectifiées, entre 2 images orthorectifiées. Parce que moi, je l'ai compris comme ça. Vous calculez un changement sur des images non orthorectifiées, vous le projetez sur un modèle 3D, mais on aurait pu imaginer aussi orthorectifier les images au départ, donc rentrer dans une dimension déjà normée, avec un système de mesure, et après essayer d'établir un changement entre ces 2 images. Donc c'est la question qui m'est venue en premier. Oui. Alors, en fait, la difficulté d'orthorectifier d'abord et ensuite de calculer les déplacements, c'est qu'on est sur des surfaces qui ne sont pas planes. Et surtout, par exemple, sur le glacier rocheux, il y a des pentes très différentes entre l'amont et l'aval du glacier. Donc, on n'est pas capable d'avoir une bonne orthorectification pour toute l'image. En plus de ça, le plus souvent, quand on orthorectifie des images avec un point de vue qui est quand même finalement assez oblique, on va forcément avoir besoin d'interpoler à un certain moment les images et potentiellement introduire ou faire ressortir du bruit. Donc, on a jugé préférable d'abord calculer les déplacements sur des images brutes et le projeter ensuite. D'accord. Merci. Ça va, Sylvie? On a une autre question de Michael Tonon, et puis après, c'est Touria. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, ma question, c'est à propos de la fréquence des photos que vous acquérez. Je n'ai pas trouvé cette information, j'ai peut-être lu un peu rapidement. Parce que la fréquence, elle est forcément corrélée, je pense, enfin, vous avez dû la corréler avec la vitesse de déplacement du phénomène, parce que finalement, le déplacement est très petit, d'après ce que vous avez montré. Il est très subpixellaire. Donc, une fréquence trop élevée d'acquisition est peut-être pas nécessaire. Donc, quelle fréquence d'acquisition vous avez choisi? Alors, on a choisi d'avoir une fréquence assez élevée, parce qu'on prenait plusieurs images par jour, à peu près 8 images sur les 2 sites. Mais en fait, ça vient du fait qu'il y a une étape dont je n'ai pas parlé, mais c'est qu'il faut sélectionner les images sur lesquelles on va faire les traitements. Parce que déjà, le mauvais temps peut perturber les mesures. Donc, en prenant beaucoup d'images au cours de la journée, on peut s'assurer que si le mauvais temps, par exemple, arrive dans l'après-midi, on a au moins une image du matin qui est valide. Et puis, comme autre source de perturbation, il y a les ombres et le soleil direct sur le mouvement qui vient finalement rajouter des contrastes dans les images qui peuvent être différents d'une image à l'autre selon l'inclinaison du soleil et enfin, le moment de la journée et la saison. Et les déplacements sont tellement faibles qu'on veut essayer de s'affranchir le plus possible de ces facteurs de perturbation. Donc, il est nécessaire de sélectionner d'abord les images. Et donc, avec une fréquence d'acquisition élevée, on se garde la possibilité, enfin, on maximise nos chances d'avoir des images éligibles pour le traitement. Le plus souvent, on sélectionnait 1 à 2 images maximum par jour. Pas forcément dans l'idée de calculer des déplacements entre des images prises à 2 jours d'intervalle, mais surtout pour augmenter la redondance temporelle que l'on peut avoir en calculant des déplacements entre des journées plus importantes, mais de façon plus nombreuse. D'accord, merci. Puis j'avais juste une autre question subsidiaire, c'était pour matérialiser des points fixes et calibrer la caméra, vous n'avez pas été tenté de mettre des mires sur des endroits fixes, justement? Alors, sur un des sites, il y a des sphères qui sont en fait des bouées de bateaux qui sont fixes à demeure.
Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'en mettre beaucoup. Le site, par exemple, du glacier rocheux du Lorichat est dans une réserve naturelle, donc on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. Et donc, on a placé des mires, mais temporaires, pour réaliser finalement la calibration une seule fois. Et on a préféré venir recaler toutes les images sur ces images de calibration pour s'assurer que la calibration était partagée avec toutes les images de la série. D'accord. Merci. Merci. Touria, je te laisse la parole. Oui, merci pour cette présentation. Vraiment, je trouve le travail très, très intéressant. Je ne suis pas dans les applications terrestres, mais je vois quand même des applications de votre travail, y compris pour le milieu marin. Par exemple, au-delà du transport sédimentaire, on suit aussi les phénomènes de bloom microalgaux qui vont apparaître. C'est un phénomène sur une durée de jours et puis on sait qu'ils reviennent dans des endroits un peu particuliers. On peut envisager de mettre en place quelque chose de similaire pour comprendre la dynamique de ces blooms microalgaux. Donc, c'est plutôt un commentaire qui est assez vraiment positif parce que je trouve le travail très intéressant et qui pourrait répondre à des applications différentes. Je note juste aussi une délimitation, si j'ai bien retenu, c'est le temps de calcul, mais c'est quoi les ressources que vous avez utilisées pour traiter vos images? Et est-ce que maintenant qu'on parle de big data et des supercalculateurs et tout ça, est-ce que c'est toujours quelque chose de limitant pour mettre en œuvre ou appliquer les algos que vous avez développés? Alors oui, c'est toujours quelque chose qui peut être limitant. Pour la thèse, là, j'ai utilisé une machine de calcul avec une vingtaine de cœurs de calcul. On n'est pas sur un besoin vraiment de ferme de calcul. Mais c'est toujours un problème qui finit par se poser parce qu'on pourrait imaginer avoir envie d'embarquer les traitements, par exemple, sur les caméras ou alors avoir un besoin de traitement rapide s'il y a une problématique d'alerte à donner. Donc, c'est un peu toujours des questions qui finissent par se poser. Quel est le compromis entre précision des résultats et temps de calcul? Sinon, au début de la présentation, je me suis juste posé la question pourquoi c'est juste une métrique planimétrique, mais après, à la fin, vous parlez de masse et je suppose que c'est là où vous regardez le volume également de ce qui a été déplacé. Oui, tout à fait. On a mis l'accent sur tout ce qui est déplacement, mais les modèles numériques de terrain qui sont produits à l'aide des deux appareils photo peuvent être exploités aussi pour quantifier des volumes qui ont disparu ou apparu. Et ça, effectivement, ça peut trouver des applications assez larges à d'autres domaines des géosciences, par exemple. Ben, merci et bravo pour le prix, c'est mérité. Merci. Je vois que Mireille a levé la main aussi. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, très rapidement, oui, vous avez parlé des méthodes pour exploiter l'ensemble des séries temporelles. Bon, vous n'avez pas vraiment développé ces méthodes. Vous pouvez en dire un petit mot? Alors, l'idée de ces méthodes, c'était de vraiment calculer tous les déplacements possibles. Donc, de calculer toutes les séries de déplacements relatifs possibles en changeant à chaque fois la date de référence, et puis venir estimer les offsets entre ces séries de déplacements relatifs et corriger l'ensemble de ces offsets pour finalement choisir une seule série temporelle sur lesquelles toutes les autres séries vont venir être recalées. Ce qui nous amène ensuite à la possibilité finalement, à chaque date, d'avoir plusieurs mesures du déplacement, ce qui est utile pour filtrer
des éventuels déplacements aberrants. Et surtout, comme je le disais, avoir une indication sur la dispersion des mesures, qui est quand même un atout pour savoir quelle est la gamme de dynamique qui va pouvoir être perçue à l'aide du dispositif. Les déplacements, ils sont estimés sur la base de méthodes à base de corrélation, j'imagine. Oui, c'est les déplacements dans les images. Alors, c'est pas la corrélation, c'est du flux optique, des algorithmes de flux optique c'est classique. Merci. Merci pour votre présentation très pédagogique. Merci. En fait, on retrouve bien dans la présentation ce qui nous a plu dans votre article aussi, c'est la pédagogie. Parce qu'on était tous en disant on ne connaît rien à ce sujet-là. Et par contre, on a l'impression de comprendre. Donc, on retrouve bien ça dans votre présentation. Alors, moi, je ne vais pas poser une question, parce que de toute façon, Michael a posé la question à ma place, mais juste faire un commentaire sur les planches d'Emmanuel Trouvé. J'ai vu que vous travaillez sur l'hyperspectral, et c'est vrai qu'en hyperspectral, la masse de données oblige à avoir des approches et des moyens un peu différents de ceux qu'on avait l'habitude d'avoir. Et on a prévu cette année de créer un numéro spécial sur l'hyperspectral. La communauté française est quand même assez présente sur le sujet, avec un premier volume qui sera plutôt tourné vers les moyens spatiaux, aériens, etc. Et un deuxième volume qui sera plus tourné sur les applications et les méthodologies. Et moi, j'invite un de vos étudiants à participer à ce numéro-là. Voilà, c'est sur la plateforme de la RFPT. Donc voilà, si ça vous êtes intéressé, nous, on est vraiment très intéressés par vos approches multidisciplinaires et particulièrement sur l'hyperspectral, chose qui m'intéresse beaucoup. Très bien, écoutez, on a déjà dépassé un petit peu le temps. Je vais laisser Michael conclure. Voilà, merci pour cette présentation. Et Michael, je te laisse conclure la séance. Merci. Je vais de nouveau remercier donc Guillaume pour son article, qui est d'une qualité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça a été souligné par tout le monde. Je voudrais en profiter pour remercier également. Moi, j'ai été frappé par la qualité aussi comment appeler ça, du biotope dans lequel a évolué Guillaume, le biotope scientifique avec l'Université de Savoie, autour de l'Université de Savoie. Moi, je ne connaissais pas, honnêtement, ce qui se passait là-bas, je dirais, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, y compris pour la suite, dont on pourra discuter ultérieurement. Je vais souhaiter aussi une bonne chance à Guillaume pour sa thèse. J'ai cru comprendre qu'il allait soutenir bientôt. Et je voudrais l'encourager dans sa vie scientifique, qui s'annonce particulièrement riche, à continuer à nous suivre à la SFPT, à encourager les étudiants qui va probablement continuer à encadrer ou à suivre, à eux-mêmes publier, à eux-mêmes adhérer, et à faire en sorte que justement le milieu français de la photogrammétrie, de la télédétection vive. Il faut le faire vivre, ce milieu. Et là, Guillaume y a contribué brillamment, je dirais. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Et comme il est à l'orée de sa vie scientifique, je l'encourage à nous rejoindre et à persévérer là-dedans. Et d'ailleurs, je fais le même message à tous les co-signataires de l'article, qui effectivement sont toujours les bienvenus dans la SFPT, et pareil, d'encourager leurs étudiants à écrire. Les étudiants souvent n'osent pas nous envoyer des articles ou publier leurs travaux. Il faut les inciter à le faire.
Donc encore un grand merci au nom de la SFPT pour la qualité scientifique, pour la qualité pédagogique. Les deux ont déjà été soulignés. Je vais également en profiter pour remercier Marie-Josée qui a quand même, dans ces conditions difficiles, un peu dégradées, a réussi à organiser cette séance. Ça n'a pas forcément été facile. Et puis pour ceux qui peut-être ne le savent pas, Marie-Josée vient de quitter son poste de rédactrice en chef de la SFPT après plusieurs années de bons et loyaux services. Donc je la remercie encore pour cela. Et bien sûr, Marie-Josée reste avec nous. Donc elle continuera à nous enrichir de son expérience. Voilà. Et puis quelque chose peut-être d'un peu plus personnel, puisque justement, comme je vous disais, j'ai été quand même frappé par la qualité de ce pôle scientifique donc qu'a présenté Monsieur Trouvé. Donc j'en profite pour signaler que Airbus Défense et Espace va donc lancer un nouveau satellite qui s'appelle Pléiades Néo, une constellation, et qu'il y aura ce qu'on appelle un user group pour lequel des images seront fournies gracieusement pour les évaluer, pour faire des études thématiques et pour publier après les résultats sur ces images. Donc c'est des images spatiales, optiques, 30 cm. Et je me permettrai peut-être de contacter l'équipe pour voir s'ils seraient intéressés de participer à ce user group. Voilà pour moi. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors, merci donc à tous. J'étais en train d'écrire un petit message. Merci à tous pour votre participation. Alors, j'ai essayé d'enregistrer votre présentation ou deux présentations et toute la séance pour pouvoir l'afficher sur le site. J'ai eu des petits problèmes au début, donc je vais voir si c'est de bonne qualité. Mais sinon, je pense qu'on pourrait, si vous êtes d'accord, pouvoir afficher votre présentation sur le site de la SFPT pour que tout le monde en profite. Voilà, c'était un peu ma demande. Donc, merci à tous et puis donc à très bientôt. Et À bientôt, oui. passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.